Intelligence logique ou intelligence émotionnelle? Et si j'étais foncièrement cartésien? Démystifions ensemble cette croyance. Je m'appelle Mélissa, je suis l'abeille. Et je suis Micheline, et je suis la nymphe. Bienvenue sur le podcast de la nymphe et l'abeille, curieusement spirituel. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va commencer par se présenter. C'est notre premier podcast. Enfin, premier épisode. Premier épisode. Alors, soyez indulgents avec nous. Je vais commencer par... En fait, je voudrais que tu te présentes, Mélissa. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Mélissa, je suis guide des âmes, je suis travailleuse de lumière et accompagnante spirituelle. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Mélissa Guidance et Purification. Je suis la conceptrice de l'oracle Esprit de la nature par Mélissa et j'accompagne les individus sur le chemin de la quête de soi, soit par mes guidances spirituelles ou par mes soins énergétiques. Je te retourne l'appareil Micheline de te présenter. Donc, Micheline, évidemment, j'ai un profil quelque peu différent, mais c'est pour ça qu'on se complète. Alors, moi, j'ai passé plusieurs années de ma vie, on les compte plus, dans le domaine des soins à la personne, plus particulièrement des soins esthétiques. Et maintenant, je travaille dans le milieu scolaire, plus précisément en administration. Alors, on pense être un petit peu loin du mieux-être, mais qui dit être humain dit aussi qu'être spirituel. Alors, nous voilà réunis avec des forces différentes, mais une énergie quand même semblable, hein, Mélissa? Ben, tout à fait. Puis ça nous prouve à quel point la spiritualité, ça touche toutes les sphères de notre vie. C'est pas parce qu'on s'y dédie pas en tant que travailleur de lumière qu'on la vit pas. Alors, c'est ce qu'on va aborder d'ailleurs dans ce podcast-là. C'est un peu toutes les facettes, toutes les multitudes et toutes les dimensions de la spiritualité. Et aujourd'hui, Mélissa l'a déjà abordé. On va parler des gens qui sont cartésiens. Alors, le titre officiel de notre podcast, je suis cartésien, pourquoi? Alors, ça peut paraître quand même un peu curieux parce que, c'est un podcast spirituel, mais on a quand même mentionné qu'on était curieusement spirituel. Alors qu'un podcast de spiritualité, on parle de personnes cartésiennes. Alors, moi, je vais tout de suite faire mon coming out. En partant, les gens vont apprendre à me connaître. Je sors du placard et j'annonce que je me considère comme une personne très cartésienne et je dirais même hyper cartésienne. Mais je suis quand même là avec Mélissa, l'abeille, la top intuitive, et on a décidé de lancer un podcast ensemble. Bon, je pense que Mélissa voit un potentiel de réforme chez moi, là, ça c'est certain. Tout à fait. Et ce qui est curieux dans tout ça, c'est que quand Mélissa m'a proposé le podcast, j'ai pas réfléchi, j'ai pas fait de liste, j'ai pas fait ce que je fais d'habitude. J'ai dit go, on y va. Je suis allée avec ce qu'on appelle mon gut feeling. Donc, il y a des gens qui écoutent et qui se considèrent probablement cartésiens. Et je pense, en tout cas, c'est peut-être mon impression, peut-être une fausse croyance, que souvent les gens vont s'en servir pour se vanter un peu. Donc, on va dire, tu sais, moi, je suis cartésien. Donc, ça veut dire, moi, je réfléchis. Moi, je pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. Tu sais, j'y vais pas comme ça, là, juste parce que mon intuition me dit que. Alors, ça serait presque un signe d'intelligence. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Puis moi, je veux qu'on décode ça parce que en fait, c'est mon côté cartésien qui a besoin de comprendre aussi. D'expliquer le tout. D'expliquer de tout. Donc, d'abord, ça vient d'où? Le mot cartésien est associé au philosophe français René Descartes. Et c'est lui qui disait « je pense, donc je suis ». Ce gars-là, c'est un mathématicien, c'est aussi un physicien. Puis ça, c'est pas la semaine passée, là, c'est au 17e siècle. Okay? Et lui a avancé des théories très particulières. Mais toutes ces théories ont quand même été remises en question par d'autres philosophes, par d'autres scientifiques, d'autres mathématiciens. Ça fait que si vous avez envie, en tout cas, si vous avez une petite crise d'insomnie et que vous avez envie d'enrichir votre culture, il y a des tonnes d'ouvrages que vous allez pouvoir trouver soit par écrit ou soit sur l'Internet des théories que Descartes a défendues, puis de celles qui ont été contestées. Là, la plupart ont été contestées. Des heures de décodage puis de plaisir, là. On est en train de vous souhaiter de l'insomnie, finalement. Je suis en train de leur souhaiter de l'insomnie, tant qu'à en faire.
Donc, ça veut dire quoi être cartésien? De ce qu'on en comprend, ça fait référence à une personne qui est logique, quelqu'un qui a une certaine rigueur. Donc, les gens qui sont cartésiens vont dire, ben moi, je me base sur des faits. Hein? Je me base pas sur mon intuition, c'est pas mon feeling, c'est basé sur une rigueur, un processus, un mécanisme. Et même que le mécanisme, ça c'est une théorie là aussi du 17e siècle, il y a quand même une certaine rigidité dans ça. Il n'y a pas énormément de place à la créativité. C'est rigide, il y a un protocole, il y a une méthode, c'est le même que ça se passe. Mais on a quand même, évidemment, l'être humain est heureusement quand même évolué. Puis, il y a eu beaucoup d'écrits récemment sur l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, même dans un cours à l'université, on avait étudié les écrits de Daniel Goleman, il y a beaucoup de livres là, qui a écrit, puis qui a collaboré, puis qui a été capable de démontrer qu'à l'aide d'un électroencéphalogramme, on peut savoir ce qui se passe dans certaines zones du cerveau des gens lorsqu'ils pratiquent la méditation. Et c'est prouvé que ça augmente l'intelligence émotionnelle. Alors, ça fait quoi l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que ça nous donne de plus? Donc, encore, selon plusieurs études de Daniel Goleman, ça aussi, si vous faites beaucoup d'insomnie, là, c'est vraiment top. L'intelligence émotionnelle nous aiderait avec notre ressenti, le nôtre et celui des autres, puis pourrait nous aider à prendre de meilleures décisions. Puis dans le fond, ma question, c'est, à vouloir être trop rationnel, trop cartésien, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un petit peu notre nature humaine, l'essence même de ce que l'humain est censé d'être? Pourquoi on est cartésien? C'est parce qu'on a peur de se tromper. Si on se réfugie dans le cérébral, c'est comme « Ah, c'est safe ». On a le contrôle. Puis, ben là, au risque de vous perdre complètement, là, moi, quand j'ai une décision à prendre ou même quand j'organise quelque chose, là, je fais un vrai coming out, là, je m'expose. Je fais des listes. Puis je fais des listes de pour et contre. Et ensuite, je prends mon pour et mon contre, puis je fais une liste des contre. Fait que s'il y a 4 contre qui peuvent arriver, ben là, j'étudie ces 4 comptes-là, puis je fais des sous-listes pour savoir si telle affaire arrive, ben là, ça va faire quoi. Et puis, je vous dirais que je me trouve bien fine quand je fais ça, là, puis des fois, je le fais même pour des choses qui sont pas très importantes, comme recevoir de la visite, puis dire, ben qu'est-ce que je vais servir, dans quel plat je vais le servir. Tu sais, ça va aussi loin que ça. Fait on part de la liste, on part du menu, on fait la liste d'épicerie, après ça, la méthode, puis après ça, les plats dans lesquels je vais le servir. Fait que ça peut être drainant. Bon, ça peut aussi être bien fatigant pour le conjoint, là. Mais moi, on dirait que ça me sécurise. Alors, ma question, c'est, cette méthode cartésienne-là, est-ce que c'est vraiment juste pour nous sécuriser? Est-ce que ça nous dit que si j'ai vraiment pesé les pour et les contre, ben, je prends la meilleure décision? Sauf qu'on sait que dans la vie, on peut peser des pour et des contre. Puis dans nos contre et nos pour, il y a d'autres possibilités aussi. Mais combien de fois vous avez pensé à plein de choses qui pourraient arriver, puis c'est tout à fait le contraire qui s'est produit? Le fameux pire scénario possible et finalement, il n'y arrive pas ce pire scénario possible-là. Pas du tout. Au contraire, tu sais. Donc, c'est une utopie, ce contrôle-là, là, il n'existe pas vraiment. Donc, de faire des listes de qu'est-ce qui pourrait arriver, puis finalement se rendre compte que tout ce que tu as mis sur ta liste, puis faites le test, là, vous pourrez voir si ça ne marche pas, tout ce que tu as mis sur ta liste, bien, il n'y a rien qui s'est produit. Alors, à partir du moment où il n'y a rien de tout ça qui s'est produit, bien, t'es faite, là, parce que là, tu ne sais plus quoi faire. Donc, c'est un petit peu ça, ma question, c'est à vouloir être trop cartésien, est-ce qu'on perd notre nature humaine? Et est-ce qu'on se perd nous-mêmes? Est-ce qu'on se draine? Est-ce que ça aide ou ça nuit? Tu sais, si on me pose la question, est-ce que ça m'aide d'être cartésienne? Je pense que je dirais oui. Moi, ça m'aide.
ou du moins, je pense que ça m'aide. Est-ce que ça m'est arrivé de prendre des décisions basées sur l'intuition, juste go, on y va, puis j'ai pas trop réfléchi? Oui, puis j'haïs pas ça pantoute. Il y a comme une certaine libération là-dedans, il y a comme un petit peu quelque chose d'euphorique. Puis toi, Mélissa, tes décisions, tu les prends pas en cartésienne? Ben maintenant, non, mais plus jeune, je les ai prises en cartésienne pas mal. Puis en fait, j'avais cette question-là envers toi aussi de savoir qu'est-ce que ça t'apporte, tes listes, justement, qu'est-ce que ça vient engendrer comme réaction chez toi, qu'est-ce que ça vient combler. Puis tu m'as un peu répondu justement en disant que ça venait m'amener la sécurité. Je suis convaincue que oui, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans tes dires aussi. Dans le fond, c'est quasiment notre anxiété qu'on vient décortiquer, qu'on vient dire, regarde, il pourrait se passer ça, ou j'ai toutes les cartes sur la table, donc je sais à quoi m'attendre de part et d'autre. Puis je trouve ça quand même intéressant parce que j'ai déjà été de ce côté-là moi-même. Oui. C'est sûr que maintenant, je me considère vraiment plus comme une personne intuitive. Puis j'entends par là que je vais prendre la majorité de mes décisions selon mes ressentis. Mon bon vieux pif, mon intérieur, comme on dit, ben, c'est ça qui va vraiment driver la prise de décision. Mais moi, je veux comprendre quand tu dis selon mon ressenti, parce que ça m'arrive que les gens me disent que genre, je ne sais pas quoi faire. Ils me disent, ben, c'est quoi ton ressenti? Écoute, j'ai le goût des baffés. Tu sais, je me dis, ben, as-tu une autre question? Peux-tu m'expliquer c'est quoi le ressenti d'une bonne ou d'une mauvaise décision? En fait, selon moi, il n'y a aucune mauvaise décision. Fait qu'on peut déjà écarter ça. Je n'arriverai pas avec des faits pour vous dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises décisions. Encore une fois, ça va être basé sur mon expérience à moi, mon cheminement. La notion de ressenti, c'est qu'il faut retourner les gens à écouter leur corps et écouter leur cœur. Le ressenti, c'est la voix du cœur. Moi, je dis souvent, la tête pose les questions, le cœur donne les réponses. Mais ce qu'on fait souvent dans notre société actuelle, quand on se dit qu'on est cartésien, c'est qu'on veut tellement se préserver, on pense tellement qu'on est en mode survie, donc il y a des attaques, qu'on pose les questions ici, puis on pose les réponses ici aussi. Fait qu'on reste qu'au niveau cérébral. Fait que moi, je trouve que ça fait un petit peu du sens que tu poses là, puis que tu répondes là. Mais bon, OK. Ben, le cœur va avoir sa façon de se manifester puis de parler qui vont peut-être ressembler à quelque chose d'intelligible, donc de cérébral. Mais en tant que tel, ce que lui va chuchoter va être complètement différent de ce que lui va chuchoter ici. Au niveau comment tu fais pour savoir qu'est-ce qu'il chuchote? C'est comme, il te passe une idée en tête ou... Ah, mais tu sais, apprendre à aller dans son ressenti et à le dénuder de tout jugement, c'est quand même quelque chose qu'on doit traverser de façon individuelle. Puis je pense que ça vient avec la quête de soi. Une réponse qui va te venir du cœur, ça va vraiment être une réponse dans laquelle tu vas te dire, OK, si j'avais aucune peur, si j'avais aucune restriction, qu'est-ce que je ferais vraiment foncièrement? Qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Où est-ce que je me vois vraiment dans mon entièreté puis faire, wow, ça, je le tiens, c'est moi. Mais souvent, on ne se rendra même pas là dans notre raisonnement parce que tout de suite, nos filtres vont venir avec la peur, avec les restrictions, avec la danger. Ben, c'est ça, malheureusement. Fait que, mais comme je le dis, je vous comprends absolument parce que j'ai longtemps été une cartésienne. J'ai longtemps été une personne plus pragmatique. Fait qu'avant de connaître mon éveil spirituel, tu as parlé de rigidité tantôt. J'étais Madame Rigide en personne. Ah oui. Je faisais confiance aux faits. That's it. Je gelais complètement mes émotions, surtout celles que je jugeais qui étaient honteuses, malaisantes. Tu sais, là, les bonnes vieilles émotions qu'on ne veut pas avoir. Fait que même, je dirais, adolescente, là, je m'efforçais et je m'exerçais à rester dans un état de neutralité au niveau de ma face. Je voulais pas, je m'amusais vraiment à dire des choses aux gens puis à recevoir, mettons, une blague et les regarder avec un air bête. Juste pour me pratiquer à être... Ça devait être le fun de te parler. C'était pas particulièrement intéressant. J'avais pas beaucoup d'amis non plus. Non, c'est ça. Fait qu'on s'entend que je me suis exercée à aller à l'opposé de ce que maintenant j'invite les gens à faire. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce qu'en ce moment ici précis, je viens de réaliser que quand j'étais petite, j'étais pas cartésienne.
Au contraire, c'était tout à fait l'inverse. Mais j'étais ben trop émotive. Ça n'avait pas de bon sens. Fallait encadrer ça, puis structurer ça d'une certaine façon. Mais tout était au ressenti, tout était... Mais évidemment que j'avais la larme à l'œil facile, ça, ça n'avait pas d'allure. Ben, je Mais suis pas prête c'est à curieux, on est dire comme ça. l'inverse. Oui, mais c'est normal. Tu sais, un enfant en bas de 5 ans, il est connecté complètement. Mm-hmm. Quand je dis qu'il est connecté, c'est qu'il est arrivé dans son incarnation et pour l'instant, il n'y a pas encore ses filtres, il n'y a pas encore ses barricades, il n'y a pas encore toutes ses carapaces. Donc, il est seulement. Ouais. Tout ce qu'il va chercher, c'est vraiment sa canalisation, c'est vraiment sa connexion. Et s'il a besoin d'expérimenter la pleine gamme de justement des émotions humaines, ben ça fait partie de son apprentissage. C'est juste qu'à partir de 5 ans, les gens commencent à juger un peu de qui on est. Et ça fait en sorte que nous, à ce moment-là, on porte un jugement sur nous et on commence à installer ces fameux filtres-là. Et en fait, on finit par s'en rendre compte adulte parce qu'on veut déconstruire ça, cette barricade-là, cette protection-là qu'on s'est mis. Comme dans mon cas, ben, je décidais vraiment de façon arbitraire quelle émotion je voulais avoir. Laquelle je trouve qui est belle, qui est socialement acceptable, hein, la joie, les rires, hein, ça passe toujours bien. Ouais. Oui. Puis tu sais, laquelle que, dans le fond, j'arrivais à stigmatiser toutes les autres. Celle que j'ai dit qu'on trouve beaucoup moins belle, celle qu'on a de la difficulté à gérer, celle qu'on ne veut pas personnifier et qu'on ne veut pas recevoir en retour. On va penser à la colère, on va penser à la peine. Puis, dans le fond, je me trouvais le moyen de justifier de ne pas avoir ces émotions laides-là en me disant, ben, je ne veux pas avoir à me décevoir moi-même. Fait que je vais plutôt être dans le déni. Je vais faire comme si elle n'existait pas, cette émotion-là. Hey, on s'entend, là. Je me suis mis la tête dans le sable, solide, là. Clairement, mais puis tu devais avoir mal partout. Je veux dire, on s'entend que tu ne devais pas être bien. Oui, c'est ça qui est arrivé. Puis de fil en aiguille, je me suis aussi perdue. Dans le fond, j'aspirais à être parfaite, alors que non, on n'a pas besoin d'atteindre à la perfection. Puis oui, ça m'a amené les inconforts. Oui, ça m'a mis vulnérable d'une certaine façon. Mais je dirais, c'est parce que c'était vraiment dominé par la peur. Ouais. J'étais tellement inconfortable avec le silence, j'étais tellement inconfortable avec les émotions qui sont moins belles que je voulais, puis je veux encore à l'occasion, contrôler. On a parlé dessus, on a parlé tantôt du contrôle aussi, puis j'avais tendance à juste trop en faire, trop en mettre. Puis j'avais tellement envie qu'on voit juste qu'est-ce que moi je voulais montrer que je me suis mis en dessous de toutes ces couches-là. Fait que j'étais très cartésienne. Mais il y a un jour, ben, avec mon éveil, ben, toutes ces émotions-là que je n'ai pas vécues, toutes celles que j'ai bloquées à l'entrée, toutes celles que j'ai retenues, les émotions qu'on ne vit pas, là, coulent pas, là. S'installent, commencent à cogiter, commencent à faire des désordres. Ben, moi, j'ai pété aux frettes. C'est ça. Tu as parlé tantôt, j'étais très intuitive, je suis devenue cartésienne, puis là, je travaille un petit peu à déconstruire tout ça. Ben moi, je me suis retrouvée avec un tas de mots inexplicables. Je suis allée voir des médecins, puis on me disait, ben, c'est dans ta tête. La fameuse phrase, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Ils disent ça tellement gentiment, mais d'une certaine façon, ils ont un peu raison. Oui, mais c'est de la façon que c'est dit, c'est un peu imaginaire. Donc, c'est pas tout à fait ça, c'est que tu n'imagines pas le mal. Le mal, il est ancré dans la matière, il fait mal, mais il est causé par des causes autres que des causes physiques. Tout à fait. Puis, tu sais, je suis convaincue qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se reconnaissaient autant dans le cheminement Micheline que dans le mien, là, parce que, dites-vous qu'on a appris en tant que société on est influencé par nos familles, nos amis, par notre cercle. On a appris à mépriser les émotions. Ben oui, puis moi, quand je pleurais, mon père me disait, ben arrête de pleurer, tu peux pas passer ta vie à pleurer, t'es donc bien sensible. Fait que qu'est-ce que tu enregistres? Ben, endurcis-toi, c'est pas correct, c'est pas souhaitable que tu aies ce comportement-là. Non, puis ce qu'on apprend aussi, c'est que quand l'autre est inconfortable avec nos émotions, c'est à nous de se taire et à cesser d'être. Tellement. Tu sais, les émotions qu'on n'affirme pas, là, c'est l'expérience humaine, pourtant. La pleine gamme d'émotions, on est un des seuls êtres qui a autant un grand range, je m'excuse l'expression anglaise, d'émotions.
Puis, en fait, je crois que c'est là que se cache notre potentiel d'être humain. Je crois que l'expérience humaine vient des émotions. Puis, Oui. tu sais, moi, je vous l'ai dit, ça a été un peu mon parcours. Et quand j'ai commencé justement à adresser tous mes petits bobos là, que j'ai mentionnés, c'est là que ma transition s'est opérée vers l'intuitif. J'ai commencé à travailler dessus, j'ai travaillé sur ma rigidité, puis ça a commencé à s'effriter. Fait que j'étais de plus en plus douce avec moi-même. Puis j'avais, moi, envie de me donner ce que j'appelle des bons vieux coups de pelle à la tête. Oui, la poêle en fonte, là. Puis, Ouais. tout à l'heure, je faisais un petit peu des blagues là, quand je parlais de l'intelligence émotionnelle, puis j'ai parlé des livres, des écrits, des recherches de Daniel Goleman, puis on mettra les liens pour que les gens puissent aller voir. Puis oui, c'est des bons sujets là, lors d'insomnie, mais on ne l'avait quand même pas étudié pour rien à l'université. Là. C'est que il a vraiment été capable d'aller isoler là, les parties du cerveau là, qui sont étudiées, puis de dire que quand on augmente notre intelligence émotionnelle, parce qu'il y a le quotient intellectuel, puis il y a le quotient émotionnel, ben, non seulement tu es un petit peu plus doux envers toi, là, tu te traites avec un peu plus de douceur, mais c'est aussi le regard que tu portes sur les autres. Puis tu es capable de lire les autres un peu plus. Donc, je ne dis pas que ça excuse tous les comportements des gens autour de nous, mais parfois, il y a des gens qui portent une souffrance. Et comment on va réagir à leur façon d'être ou leur façon de parler, mais le fait d'avoir un peu plus d'intelligence émotionnelle pourrait modifier la façon qu'on va agir envers eux et qu'on va soit les traiter, soit leur répondre, ou soit... Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire le tapis là, devant les gens qui ne nous traitent pas correctement, mais d'être capable d'avoir ce ressenti-là pourrait nous éclairer, puis quitte à pas en rajouter à la souffrance de la personne, tu sais. Donc, Ben oui, moi, ça vient j'ai tout beaucoup teinter. appris dans ça, là. Puis tu sais, ça vient tout teinter nos relations avec les autres, tu viens de le mentionner, et ça vient aussi d'une place de cesser de culpabiliser et plutôt de se responsabiliser en tant qu'individu, à savoir, bon, moi, qu'est-ce que j'envoie dans, bon, moi, je vais dire l'univers, qu'est-ce que j'envoie dans l'énergie, comment je rentre en interaction, quel rôle je viens jouer avec l'autre personne. Et justement, si j'ai conscience de cette intelligence émotionnelle-là, dans ma façon d'adresser l'autre, je vais être plus bienveillant, je vais être plus sympathique plutôt qu'empathique, je vais être capable de rester un petit peu plus chez moi et de pas de projeter toutes mes anxiétés, toutes mes craintes, toutes mes peurs sur l'autre. Je vais juste être capable d'avoir une conversation tout simplement en étant détaché de l'autre. Quand on n'a pas cette intelligence émotionnelle-là qui est mature, on s'imbrique dans l'autre, on rentre dans sa bulle, on impose notre vision, on impose nos craintes et foncièrement, on fait plus de tort que de bien malgré nous. Des fois, c'est pas intentionnel. Puis, je pense que si on revient, mettons, à toute notre sphère de est-ce que je suis cartésien, est-ce que je suis intuitif, même quelqu'un qui est intuitif peut être dans cette sphère-là de ne pas encore avoir développé vraiment la maturité de son intelligence émotionnelle. Puis, vous allez tous avoir et chacun votre propre processus, votre propre façon d'y arriver. Ça se fait petit à petit. Tu sais, dites-vous que en permanence, je crois que chacun est un canal pour l'autre. Puis la meilleure façon de savoir qu'on est un canal pour l'autre, c'est quand l'information qui arrive, elle transige même pas par la tête, elle sort par la bouche, puis bleh, c'est quasiment vomi tout de suite, puis c'est comme, qu'est-ce que c'est passé, j'ai pas pu la retenir, tu sais. Ben, on vient de ce moment-là d'être l'objet de l'univers, on vient de tout simplement être son intermédiaire. Fait que peut-être que vous ne savez même pas que vous êtes plus intuitif que vous l'êtes réellement. Probablement que chez la plupart des gens, c'est un peu endormi, puis je m'inclus là-dedans, tu sais. T'en es pas conscient. Puis je voulais juste pas oublier de dire que parce que les gens vont dire, ouais, mais l'intelligence émotionnelle, comment je fais pour, tu sais. Mais oui, on peut lire des livres, mais là, c'est ça qu'on reste au niveau cartésien et cérébral aussi. Mais la façon qui a été prouvée et documentée pour augmenter l'intelligence émotionnelle, c'est la pratique de la méditation, 20 minutes de méditation par jour. Et ça, ce sera le sujet d'un autre podcast à un moment donné, parce que là, j'entends le monde dire, ouais, mais moi, je suis pas capable de ça. Si moi, je suis capable, vous autres êtes capables, mais évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain dire, OK, ben demain, je me mets à 20 minutes de méditation par jour et c'est ma discipline et ça va être comme ça
Non, à tous parce les que jours. ça revient dans votre quête de vous, puis ça revient à ce que tu me posais comme question tantôt par rapport au ressenti. Parce que bien souvent, vous ressentez des choses, mais vous ne le savez même pas. Parce que vous n'avez pas conscience de qu'est-ce que c'est vraiment. Vous n'avez pas capté qu'un frémissement sur la peau, un frisson, quand vos yeux regardent quelque chose, que ce sont tous des signes de votre intuition qui se manifestent par votre corps, qui est votre véhicule. Puis, petit à petit, ben, dans ce cheminement-là, vous allez avoir des confirmations de ces ressentis-là. C'est juste qu'il faut les amener, les faire remonter en conscience, en surface. Puis, tu sais, tu me posais tantôt la question parce que tu me parlais comment que toi, tu prends tes décisions ben, versus comment moi, maintenant, je prends mes décisions. J'écoute mon cœur, ça serait le côté bien facile comme réponse. Puis si je veux satisfaire votre esprit cartésien un peu, ben, je peux vous dire que j'ai toujours fonctionné par pourcentage. Toi, c'est-à-dire? Moi, c'est des pourcentages. Il faut dire, je suis une impatiente dans la vie, je suis une fainéante, donc je vais toujours trouver la façon la plus facile et rapide d'arriver à mon but. Je porte cette étiquette très fièrement, je suis vraiment la fainéante. Fait que pour moi, chaque situation a toujours un 51 et un 49 minimalement. La balance n'est jamais 50-50. Fait que c'est sûr que mêler avec mon intuition, c'est tellement facile pour moi de faire sauter dans le 51 parce que j'ai aussi confiance que je ne peux pas me tromper. Parce que, au pire, je vais faire un apprentissage. C'est ça. Tu disais, il n'y a pas d'erreur. Non, je ne crois pas qu'il y a d'erreur. Puis, dites-vous que foncièrement, je crois, et là, ça va satisfaire encore votre côté cérébral, je crois que c'est impossible pour le cerveau de faire fonctionner, de tout simplement avoir une idée qui pourrait lui porter atteinte à sa vie. Alors, dans les choix qui vont vous être présentés, là, c'est déjà des choix que votre cerveau accepte. S'il y avait un choix qui était impossible à faire et qui serait vraiment dangereux pour vous, votre cerveau va tout simplement l'écarter. C'est sûr qu'on ne parle pas de maladie mentale puis tout ça, là. Non. On n'est pas là-dedans. Non, on n'est pas dans la maladie mentale. Non, mais c'est parce que c'est sûr qu'il y en a qui prennent de très mauvaises décisions, là. Ce ne sont pas pour moi des mauvaises décisions, ce sont une invitation à réaliser pourquoi on était par là. C'est sûr que ce serait un autre sujet, pourquoi j'entreprends tout le temps les mêmes situations, pourquoi je suis dans des patterns. Pour moi, tout est une vibration. Et que encore une fois, je veux amener les gens à se déculpabiliser. Mais bon, on est ailleurs. Je vous ai dit comment je fonctionne, moi, en tant qu'intuitive. Mais ça pourrait être un bon sujet, Mélissa, aussi, hein, parce que les gens, tu sais, il me semble que les gens doivent se dire, ouais, mais tu sais, mettons, là, moi, je décide que, exemple, d'arrêter le sucre ou d'arrêter l'alcool. Puis, encore ce soir, là, j'ai repris mon morceau de gâteau, puis j'ai pris mon verre de vin. C'est des mauvaises décisions. Mais c'est pas une mauvaise décision. Ça fait partie de l'apprentissage qu'on a à faire. Mais là, les gens tombent dans la culpabilité. Fait que peut-être que ça pourrait être un bon... quelque chose à démystifier aussi. Effectivement. Puis on observera la chose. Je ferai part de ma perspective. Entendu comme d'habitude. Fait que dites-vous, pour moi, l'humain est foncièrement intuitif. Vous trouvez que vous êtes intelligent? Vous l'êtes. Puis pour moi, c'est même pas votre force. Fait qu'imaginez le potentiel que vous avez là-dedans. Je pense vraiment que quand l'humain il vit en harmonie avec lui-même, avec sa nature profonde, il est capable de dépasser les lois terrestres. Je suis convaincue qu'il est capable de manifester par sa pensée. Je le fais déjà. L'humain, il est conçu pour recevoir l'énergie, il est conçu pour recevoir les vibrations, les ondes, il est conçu pour les transformer de par justement son pouvoir énergétique, par son libre arbitre. Puis tout ça dans le but de redonner au monde. Puis je pense que si chacun le faisait, ben on n'aurait plus besoin d'être cartésien. Parce que pour moi, être cartésien, c'est une zone de refuge. Tu l'as dit toi aussi tantôt, c'est une sécurité. Pour moi, c'est une grotte dans laquelle on se recroqueville, qui est vraiment dominée par la peur plutôt que la foi. Puis on c'est sûr, il n'y a pas de foi là-dedans. Là. Ben, on est à l'orée de ça aussi. On est en transition, tu l'as dit tantôt. On est en train de passer de la sécurité du connu vers je souhaite plus. Et il y a différent, je pense. Fait que ça, c'est la foi, c'est prendre conscience, dans le fond, qu'on a des blocages, qu'on a des réponses émotionnelles qui font qu'on va se réfugier dans la sécurité de justement tout ce qui est intellect, de ce qui est cérébral, dans notre confort, dans le connu. Je pense que je peux pas m'afficher plus
comme cartésienne que je l'ai fait, là, tu sais, quand je vous dis que je fais la liste de la sous-liste et de la sous-liste, je suis vraiment une cartésienne pure et dure. Et pourtant, je l'ai dit rapidement tout à l'heure quand tu m'as proposé de faire un podcast. Puis ce que je veux mentionner aussi, c'est que Mélissa et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Non, je veux savoir! On ne s'est jamais rencontrés en chair et en os et en personne. Donc, bon, la magie s'est opérée comme ça à distance. Et quand tu m'as parlé d'un podcast, mon côté cartésien, on voulait embarquer, puis je me suis dit, j'ai pas le temps. J'ai jamais fait ça. Le sujet, qu'est-ce que ça va me demander? J'ai pas de micro. J'avais tout. Et j'ai comme fermé cette porte-là de façon très inconsciente. Là, c'était pas songé. Et mon sentiment, c'est oui, ça me tente. Et j'ai foncé là-dedans. Bon, ça a pris du temps parce qu'évidemment, il y a eu quelques impondérables. Mais de dire l'euphorie puis le bonheur que je vis depuis quelques jours alors que je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, alors que je pensais au podcast, que je pensais à ce soir, le bonheur puis l'euphorie, ça me porte depuis des semaines. Et encore plus, hier, je te disais que, tu sais, il a fallu que je fasse l'exercice parce que j'aurais jamais réussi à dormir. J'étais peine trop énervée. Mais cette euphorie-là n'a pas été amenée par des listes et des sous-listes. Non, pas du tout. Bon, il faut dire que le risque était calculé. Tu sais, je ne risquais pas de me casser de quoi. Il n'y avait pas un risque à ma santé ou, bon, peut-être à ma réputation un peu. Je ne sais pas. Là, on va voir ce que les gens vont en penser. Mais... On va se donner une chance de semer quelque chose de positif dans l'univers. Ben oui. Tu sais, tu es en train de goûter à c'est quoi, comment mais je devrais me sentir. C'est le bon mot. J'ai goûté à l'euphorie de ne pas avoir réfléchi puis de dire on le fait. Oui. Puis le plaisir de le vivre. Parce que vos confirmations de justement une décision prise par un ressenti, par l'intuition, ça va être celle d'avoir tellement de joie au cœur que tout ce qui peut être stressant prend le bord pareil. Ça va être ça me tente tellement, là, que même s'il y a un désagrément, ça me tentait plus. Un agent, tu sais, externe qui est inconfortable, je fonce dedans. Oui. Je vais réussir. Tu sais, c'est un sentiment qui est complètement différent d'une décision prise par le cérébral. Ah, ça n'a rien à voir. Puis, tu sais, je peux vraiment connaître la différence. Puis, en plus, je me dis, si vous avez le goût de l'essayer puis d'y goûter, ben, vous pouvez y aller par petites étapes. Tu sais. Moi, c'est un podcast. C'est sûr que si la décision à prendre, c'est de quitter votre emploi, vendre votre maison et aller vivre en Norvège, ben peut-être que je le réfléchirais un petit peu plus. Tu sais, je me ferais pas les dents sur le côté émotionnel avec ça. Tu sais. On n'est pas obligé de virer à 180 degrés non plus. C'est là. Ça, exactement. Donc, j'irais avec peut-être des petites choses, juste pour savoir ce que ça goûte, juste pour savoir ce que vous ressentez puis comment vous le vivez. Tu sais. Fait que moi, je trouvais que c'était peu engageant. Il n'y avait pas de risque à ma santé, il n'y avait pas de grand risque financier non plus. Et là, je vis l'euphorie du moment. Alors, essayez-le juste pour voir comment vous vous sentez là-dedans, puis c'est quoi le buzz. Ben, c'est ça, je pense que, encore c'est une expression qui n'est pas francophone, c'est un bon buzz. Oui. Oh oui, tout à fait. Puis vous allez voir qu'après ça, ça passera même plus dans votre tête, ça va directement aller dans le cœur. OK, on fait ça. Et vous allez voir que votre enthousiasme aussi est complètement différent. Puis toutes les décisions qui sont prises par le cœur, les obstacles vont toujours se tasser d'eux-mêmes. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais tout va toujours trouver une façon de se résoudre. Tu disais tantôt, ça a pris un peu de temps avant qu'on le fasse. Moi, je me disais, ça va tout simplement se placer au meilleur moment, c'est tout. Oui, puis t'arrêtais pas de me dire ça aussi. Oui. Je te disais, ben là, tu sais, ça devait arriver, puis ça peut pas. Puis ben non, ça va arriver quand ça va arriver. Tu sais. Exactement. Puis moi, quand j'ai décidé que je voulais faire un podcast, tout de suite, j'ai acheté mon micro, tout de suite, j'ai acheté ma petite boîte, j'étais prête. Je fais tellement confiance maintenant à mon intuition, j'ai tellement eu mes confirmations que vous allez avoir vous aussi, ça fait partie du processus, OK? Que moi, quand j'ai une idée, j'y vais. Ça finit là, tu sais. Moi, j'ai un conseil à donner aux gens. Oui. Si vous êtes profondément cartésien, trouvez-vous une Mélissa. Je suis disponible. Donc, j'appartiens à Micheline, là. Trouvez-vous une Mélissa, c'est ce que ça vous prend dans votre vie. Donc, Mélissa,
Moi, mon conseil pour les gens, pour les cartésiens, c'était si vous voulez goûter à ce que c'est de prendre une décision avec votre cœur, avec votre ressenti, choisissez quelque chose de petit, là. C'est moins intimidant. Oui. Okay. Oui. Toi, c'est quoi ton conseil? Ben, j'irais dans le même sens aussi. Je le dis souvent lors de mes consultations, il faut décortiquer le grand plan en petites étapes. Il y a juste un pas à faire et on fait un pas à la fois. On laisse l'impossible à l'univers. C'est l'univers qui doit s'assurer de nous le créer. Mais nous, il faut avoir une direction. Il faut dire où on veut aller. Puis, un des premiers exercices souvent que je donne aux gens qui n'ont vraiment pas encore navigué avec leur intuition, ça va être aussi simple que ça quand tu vas prendre une marche, là. Laisse-toi décider. Fais pas de plan de match de ton trajet de marche. Laisse seulement ton corps décider quand c'est le temps de tourner. Bon, faites attention aux voitures, là, OK? Je suis pas en train de vous dire de faire des accidents et d'être négligent. Je suis en train de vous dire, quand vous arrivez à une croisée des chemins, au lieu de demander au cerveau par où je vais, demandez donc au cœur par où tu veux aller. Ah! Petit à petit, vous venez créer la connexion ici, puis ça va vous aider à faire des plus grands pas, petit à petit. Donc, c'est deux petits trucs que les gens peuvent appliquer. Et puis, moi, je suis vendue au cartésianisme, c'est sûr, là. mais puisque j'ai goûté au ressenti, puis à prendre une décision avec mon cœur, je suis capable de le vendre à tous les gens qui sont cartésiens, dire essayez, fais juste. Tu sais, quand on n'aime pas que des gens, souvent, ils disent ah, j'aime pas ça, j'aime pas le brocoli, j'aime pas. Prends-en juste une petite bouchée. Fais juste essayer. Tu sais? Fais juste y goûter, une petite affaire, tu vas voir si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça. C'est pas épeurant, là. C'est pas. En fait. Il n'y a pas de retour en arrière après. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment une peur qui est illusoire de lâcher le cérébral puis lâcher le contrôle pour se laisser bercer par la vie. Puis pourtant, quand est-ce que vraiment vous vous êtes retrouvé dans une situation qui n'a pas d'allure en ayant suivi votre intuition? Non? Quand est-ce que c'est arrivé quand vous avez suivi votre cérébral puis vous avez fait « Ah, je regrette cette décision-là ». Oui, puis qu'il est arrivé quelque chose, un impondérable que tu n'avais pas calculé dans tes prévisions, mettons. Là. Ben oui, tu sais, le fameux « Hey, je suis arrivé 10 minutes en retard ». Ouais, mais peut-être que tu t'es épargné un accident de la route. Oui. Oh oui, tout à fait. Ouais, ah oui. Ouais. L'univers travaille avec nous constamment. Puis souvent, vous avez beaucoup plus de ressenti que vous le pensez, même que vous pouvez l'imaginer. C'est juste de se permettre de connecter avec l'intelligence de notre corps, de se donner la chance, finalement, de se ressentir à l'intérieur, de s'écouter, de s'observer, de voir « OK, j'ai mal à telle place aujourd'hui. J'accueille ce mal-là plutôt que l'ignorer. » C'est comme la soif. J'ignore ma soif tout le temps. Ben pourquoi je l'ignore? C'est un besoin. Tout à fait. Tout ce qui est manifestation de votre intuition, c'est un besoin que vous avez. C'est juste pas le besoin nécessairement de votre corps, c'est le besoin de votre âme. Ben, moi, je l'apprends tranquillement, ça. Je suis dans ce processus de cheminement-là, d'apprendre à ressentir mes émotions, mon corps et tout ça. Fait qu'il y a de l'espoir. Okay? Tout à fait, ça va même très bien. ça va super bien. On n'a pas besoin de genre switcher complètement puis d'être du jour au lendemain une personne différente. Dites-vous que c'est des choses qui demandent de l'intégration, c'est un changement de croyance, c'est un changement d'être. Ah, et on ne cherche pas à devenir une pratique, on est la pratique. Alors, vouloir devenir une pratique veut encore dire aussi qu'on se ment à soi-même et qu'on n'accepte pas une partie de soi. Parce que souvent, on veut devenir une pratique, on va dire « Ah, ben je ne devrais pas penser comme ça. » Oui, mais tu penses comme ça. Plus tu vas t'accueillir dans cette façon de penser-là, même si elle n'est pas belle, plus tu vas pouvoir aller travailler à la source de pourquoi elle s'est manifestée. Oui, plutôt que c'est ça. Sauter une étape puis encore de te fermer les yeux sur quelque chose. Oui. Puis c'est vrai ce que tu disais, quand on parlait de faire des petites choses à la fois, tu n'es pas obligé de changer ta pratique, tu n'es pas obligé de changer qui tu es, tu sais. Puis je disais à quelqu'un l'autre jour, ben, tu n'es pas obligé de changer tes amis, changer ton linge puis tes bijoux, là. Tu deviens pas. Puis de changer ton décor, là, puis de virer en hippie, là. C'est pas ça du tout. C'est quand on parle d'écouter son cœur puis d'écouter ses émotions, c'est vraiment des petites étapes, un petit ressenti par-ci, par-là. Essayez de prendre une décision avec votre cœur, une petite décision juste pour voir ce que ça va donner. Puis comme je disais tout à l'heure, ce que ça va goûter. Là, mais ça n'a pas besoin d'être... c'est pas tout l'un tout l'autre. Hein, c'est pas toujours blanc ou noir. En fait, c'est ça, moi, que j'ai eu à apprendre. C'est que c'est pas toujours blanc, c'est pas toujours noir.
il y a des zones de gris aussi. Les cartésiens, on aime bien que ce soit les extrêmes, là, mais il y a des zones de gris pâle puis de gris foncé, puis on peut se laisser aller là-dedans, puis c'est pas épeurant du tout, là. Non, puis c'est pas parce que vous vivez dans votre intuition puis vous vivez dans une spiritualité que vous allez virer kumbaya puis vous allez cesser d'être terre à terre. Je pense être comme ça. Je pense que je vis d'une spiritualité quand même assez très présente dans ma vie et pourtant, je resterai expérience humaine. Ah oui, t'es une humaine avec des factures à payer, puis avec une hypothèque à payer, puis ton épicerie, puis moi puis aussi, c'est des ça. fois, le Oui. doute fait sa place, puis ça Oui. m'arrive d'être stressée, puis ça m'arrive que les choses vont pas comme je voudrais, puis ça m'arrive de réagir à ça, et c'est tout à fait normal. Comme je vous dis, on n'a pas besoin d'être rendu ailleurs, que plus rien ne nous atteint. Au contraire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec comment on réagit qui fait en sorte qu'on est dans notre intuition. On n'arrête pas, dans la spiritualité, on n'arrête pas d'avoir des obstacles et des défis. On n'arrête pas d'évoluer non plus. Ouais. Puis, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné le goût. J'espère que vous avez aimé notre premier épisode. Oui. J'espère que ça vous a rejoint, que ça vous a parlé. Clairement, vous avez eu deux côtés d'une médaille aussi qui, finalement, est capable de flipper et que vous vous rendez compte, comme Micheline le disait, il n'y a rien qui est noir ou blanc, surtout pas dans ce qui est spirituel. Il y a toujours juste une magie teintée. C'est bien dit. Puis moi, je suis en train de me faire convertir, là, tu sais, complètement. C'est correct parce que... elle peut être reçue, vous en faites tout le temps ce que vous voulez. Moi, je fais que livrer un message. Mon but n'est jamais de convaincre. Je me crois, moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la direction que je prends, puis à comment j'aborde la vie selon mon intuition. Puis la seule chose que je peux faire, c'est espérer justement que ça vous rejoigne un temps soit peu pour vous aider à justement aller chercher cette autonomie-là de votre côté. Puis si aujourd'hui, ce qu'on a discuté a fait en sorte que vous faites moi, ça ne me parle pas, bien, yes, au moins, on va avoir trouvé ce qui ne vous parle pas pour l'instant. Ben, c'est ça, exactement, de retrouver plus de place ce qui ne vous appelle pas. Oui, puis en fait, moi, mon souhait, c'est vraiment de donner des outils aux gens pour améliorer leur vie, améliorer leur bien-être. Oui. On n'arrive pas ici avec des thérapies, là. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres. On est juste pour l'évolution de l'humain. Ouais. Donc, si on a semé une petite graine, puis que ça vous plaît, puis vous avez le goût de l'essayer, ben tant mieux, ce sera une corde de plus à votre arc. Puis, j'ai de mes très bonnes amies. J'espère qu'elle va écouter Joanne puis qu'elle va se reconnaître, qui disait tout le temps... Allez, Joanne! Allez, Joanne! Elle disait tout le temps, quand j'ai commencé à suivre des formations dans le mieux-être et tout ça, des fois, je disais, ben ça, c'était bien, mais le reste, tu sais, ça se tenait pas. Puis elle me disait tout le temps, Micheline, prends ce qui fait ton affaire. Voilà. Prends ce qui est bon, ce que tu as retenu. C'est pas grave si le gars, tu n'as pas aimé sa façon de parler ou tu n'as pas aimé sa façon de vivre ou tu trouvais qu'il n'était pas propre ou peu importe. Ne juge pas. Prends ce qui a fait ton affaire et repars avec ça. C'est ça de plus que tu as. Et j'ai toujours retenu ça parce que à chaque fois que j'ai été face à des situations du genre où je me disais, ouais, ça, j'aime ça, mais j'aime pas tout. Mais j'ai vraiment appris à repartir avec ce qui faisait mon affaire. Voilà. Qu'est-ce qui a vibré? C'est ça, exactement. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Moi aussi, je vous invite à la même chose. Merci d'avoir Merci, été Mélissa. Ce fut délicieux. Oui. Alors, à bientôt pour un prochain épisode. Nous espérons bien. Oui, très certainement. Puis on espère que vous serez avec nous. Oui. Bye bye.